Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Smart Ad Server, Smile Wanted et Permutive. Avec pour partenaires médias CB News et Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le marché publicitaire a-t-il été dupé par les promesses du programmatique ? C'est à partir de 2006 aux États-Unis et à partir de 2009 en Europe que sont apparues les premières technologies dédiées au programmatique. Tant pour assurer un nouveau mode de vente chez les régies et les éditeurs que pour assurer un nouveau mode d'achat pour les agences et les annonceurs. Quelles étaient les promesses du programmatique lors de son lancement ? Quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des organisations ? Quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des offres publicitaires ? Enfin, quelles sont les conditions nécessaires pour faire du programmatique un Eldorado ? Pour en discuter, Véronique Piquant de Smart Ad Server, Sébastien Noël de M Publicité, Louis Prunel de Biop, Charles Desréal de Loyal. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet que certains diront un peu provocateur. En tout cas, la question se pose parfois, certains acteurs osent la poser, à savoir, le marché publicitaire a-t-il été dupé par les promesses du programmatique ? Nous avons 4 questions et nous attendons avec impatience vos réponses, madame, messieurs. Et justement, Véronique, je te propose de répondre à la première question qui est la suivante. Quelles étaient les promesses du programmatique lors de son lancement ? En faisant un peu d'archéologie, force est de constater que le programmatique s'est construit à la fois peut-être sur un mythe et un malentendu. D'une part, l'annonceur a compris que automatisation était égale à baisse des coûts. Et évidemment, ce n'était pas le cas parce qu'en matière de programmatique, il y a avant tout de la sophistication liée au ciblage, liée à la brand safety, à la visibilité. Et plus c'est allé, plus il y a eu de la sophistication et plus il fallait du temps homme. Donc, automatisation n'est pas égale à baisse des coûts et de revenus, et d'autant plus dans un modèle d'agence qui a été souvent black box, donc avec une incompréhension entre ce qui venait de la data d'une part, bien sûr, du média et des tech fees. Côté éditeur, même malentendu, puisque le début de l'histoire s'est beaucoup fait sur des inventaires, pour dire pudiquement les choses, à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire finalement une part d'invendu, et une part du programmatique s'est construit là-dessus. Merci Véronique. Charles, ton avis, ou en tout cas ta perception sur les promesses du programmatique lors de son lancement ? Merci Michel. Donc effectivement, alors moi j'aimerais juste remettre au centre de ce que c'est que le programmatique, donc du coup de l'achat média, on parle d'achat média là, et à l'origine le programmatique, les bases du programmatique ont été posées par AdWords. Donc ça a été des notions de temps réel, de bidding, d'automatisation et de faible engagement. Et en fait, AdWords, tous les annonceurs utilisent cette plateforme. Et donc du coup, on a transposé ces notions-là sur l'achat média. Donc aujourd'hui, on parle d'achat média. Lorsqu'on parle de programmatique autour de cette table, on parle d'achat média, donc soit en performance, soit en branding. Et donc du coup, les promesses ont été donc de réduire les investissements liés aux ventes et au marketing, éliminer les intermédiaires, théoriquement, puisqu'on rapproche le vendeur et l'acheteur. Plus de transparence, et ça c'est important, à l'impression, donc du coup à l'achat. Et ça aussi c'est assez théorique, puisqu'effectivement on ne va pas réellement au fond de la transparence et au prix unique, de l'achat unique de l'utilisateur sur un format 300-250 ou autre. Enfin, plus d'efficacité, donc de la data, de la couverture, unification des reporting, mais aussi maîtrise du capping. On parle de promesses là. Exactement, on parle de promesses. Et enfin, le programmatique est instantané, donc du coup, ça permet aux annonceurs de maîtriser complètement leurs investissements. Et ça aussi, on va voir après sur la question d'après, assez théorique. Merci beaucoup, Charles, pour le rappel avec Véronique de ces promesses. Sébastien, ton avis sur, ou en tout cas ta perception sur quelles étaient les promesses du programmatique lors de son lancement ?
Alors moi, je vais faire un peu d'archéologie aussi, parce que c'est toujours sympa de revenir à la base. Moi, je me rappelle quand le programmatique est arrivé en France, on n'appelait pas ça programmatique d'abord, on appelait ça du RTB. On ne savait pas trop ce que c'était. Ça arrivait. Real-time bidding. Real-time bidding, avec une promesse qui était de permettre aux éditeurs de vendre plus, et c'était tout. Donc effectivement, le départ, on avait 90% qui étaient du gré à gré et on avait des invendus qu'on mettait du coup en vente sur cette partie programmatique. Si on met de côté ce qu'on confie à des ad networks qui avaient eux aussi la possibilité de vendre des packages d'impression. C'était très simple à cette époque-là, il ne faut pas oublier, il y avait 2-3 ad exchange, 1 ou 2 outils d'achat. C'était une blague noire, opaque, on ne savait pas trop ce qu'on achetait et à vrai dire, on ne savait pas trop qui elle vendait non plus, et ce n'était pas très intéressant parce qu'on était sur des invendus. C'est un marché qui travaille en révolution. Donc chaque tour de roue ramène des nouveautés, ramène des prestataires, ramène de la complexité. Et vu que, en tout cas en France, on est sur un marché très dynamique, on a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées sur cet Eldorado au départ, avec des solutions. Donc on a malheureusement, je pense, complexifié en amenant des surcouches. On en parlait, ça amène des coûts de prestation, ça amène des coûts cachés, ça amène de la complexité dans l'interaction, mais ce n'était pas la promesse de base. Vraiment, au départ, pour moi, la promesse de base, elle était monétiser juste tout son inventaire, faire en sorte que ce qu'on avait démultiplié en impressions, qui étaient devenus des invendus parce que moins qualitatifs, soit vendus aussi. C'était ça la promesse. Et effectivement, le RTB y a complètement répondu. Derrière ça, on a travaillé à plus de qualité, on a travaillé à plus de transparence, on a transformé le mot RTB en programmatique pour lui redonner une noblesse. Et là, tu commences à anticiper sur les prochaines questions, Voilà. puisque effectivement, on va voir les différents impacts dans quelques instants. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, c'était cette promesse de vendre plus quand on est un éditeur au travers du concept de real-time bidding. Tout à fait. Et est-ce que je peux juste rajouter, Bien sûr. acheter plus efficace, c'était un petit peu la promesse de l'autre côté. Oui, du côté des acheteurs via leur fameux DSP, Demand Side Platform, Exactement. et les SSP, Sell Side Platform, côté vendeur, éditeur. Louis, toi, et vendre plus cher, Oui. théoriquement, pour les éditeurs, ce qui n'a a priori pas été le cas. Moi, je résume ça en disant qu'on a essayé de faire sur une plateforme ouverte avec une techno ouverte, ce qui n'avait fait ses preuves que sur des plateformes fermées avec des technos fermés. Exactement. Et je pense que un point important. Nous sommes tous d'accord. Voilà, c'est probablement, on y a réfléchi un petit peu à cette question que tu poses. Je pense que c'est la meilleure façon d'y répondre. Merci Louis. Deuxième question, et tu as commencé Sébastien à y répondre, c'est effectivement les impacts que ça a eu derrière. Première question sur les impacts, quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des organisations ? Véronique. Alors toujours deux parties. Organisation côté éditeur, ce que j'ai pu observer, c'est finalement une fracture entre d'un côté les départements spécialistes et le reste des régies, et j'irais même à l'étage du dessus, généralement une absence de mono-porte d'entrée pour monétiser à la fois dans le fond l'ensemble du revenu, et aussi une part maintenant plus sophistiquée côté éditeur de tout ce qui est autour de l'audience, parce que l'audience retention, la capacité à générer en freemium des abonnés, c'est aujourd'hui finalement à mettre sur le même plan qu'un revenu publicitaire, avec cette capacité à synthétiser une monoporte d'entrée. Donc on voit bien que côté éditeur, on a vraiment eu des silos, avec une incapacité de collaborer et de rendre à plein le rôle finalement de ce que devrait être le programmatique unifié. Côté agence, un grand classique, c'est-à-dire que là pour le coup on a vu fleurir ces départements dits trading desk spécialistes. Et aujourd'hui encore, si on prend ces organisations, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître deux choses. Un, le fait que finalement, il y a encore 3 portes d'entrée quand on parle programmatique côté agence, avec un département multiscreen qui a géré de la catch-up et de l'in-stream, et puis qui n'a pas mis sur le même plan l'outstream. Un département social, j'oublie peut-être juste de le dire, alors qu'on parle toute la journée d'éventuelles capacités à transférer des revenus vers d'autres types de logiques. Et puis le troisième, c'est le display, qui était plutôt l'origine du trading desk classique. Donc,
D'une part, on voit naître ce dont on a beaucoup parlé, qui sont les chief revenus opérateurs côté éditeur, mais qui ne sont pas encore là. On est dans la période, on va dire, entre les deux en termes de maturité. Bientôt, le chief revenu, en termes d'organisation, sera la personne capable d'opérer l'ensemble de ses choix avec un yield, des floors et une capacité à réconcilier audience-revenu, quel que soit le canal, mais sur ce mode d'achat que décrivait Charles tout à l'heure. Merci Véronique. Charles, quels ont été les impacts du programmatique du point de vue des organisations, selon toi? Alors, sur les organisations, si on part de la promesse, à mon sens, les impacts ont eu un peu l'effet inverse. Si on se place du côté annonceur, on est arrivé donc, avec le programmatique avec beaucoup de complexité, moins de transparence, une perte de contrôle de ces investissements, puisqu'il y a eu un vrai effet black box du fait de l'augmentation du nombre d'intermédiaires. On a, selon moi, aussi eu quelques aberrations au niveau de ces intermédiaires qui se sont créés, comme par exemple des tiers de confiance qui vérifiaient notamment une certaine, la visibilité ou autre. Selon moi, ces technos-là, chez nous, on ne les utilise pas. On fait confiance aux DSP. Et c'est important de le mettre en avant. C'est des technos qui coûtent assez cher, en plus. C'est au CPM. Et si on prend en main le DSP, on n'a pas besoin d'avoir ces tiers de confiance. Si l'annonceur a la visibilité de ce qu'est un DSP, il n'aura pas besoin de ces tiers de confiance. Au niveau des acheteurs, il y a eu, dans un premier temps, donc, les acheteurs se sont saisis, donc en parlant des trading desks, se sont saisis du marché du programmatique et des technos du programmatique, au début, là où les technologies, les DSP, étaient assez difficiles à maîtriser. Donc il fallait avoir une organisation avec des traders qui étaient donc, comme souvent aiment le dire, beaucoup de gens aiment le dire, un peu cachés dans leur garage et qui se mettaient à acheter et à gérer ces plateformes. Et on avait aussi donc des account managers qui, eux, parlaient aux clients. Selon nous, chez Loyal, on pense que cette organisation-là est caduque. En fait, pourquoi? Puisque la meilleure personne... Je rappelle juste que tu es un trading desk, pour ceux qui ne le sauraient pas. Une agence programmatique. Pardon. Donc ça a le mérite d'être clair. Donc c'est là où tu vas en venir, peut-être. En fait, on ne parle plus de trading desk, du coup, avec Loyal, puisqu'en fait, la personne qui achète, c'est aussi la personne qui conseille. D'accord. Et en fait, on est sur un time to market dans le sens où les technologies DSP sont de plus en plus user-friendly et de plus en plus ouvertes. Donc on a moins besoin d'avoir beaucoup de monde à l'opérationnel. L'opérationnel prend de moins en moins de temps. On laisse les robots et les algorithmes optimisés. Et du coup, ça devient plus efficace. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, visiblement, c'est la juste chance, Véronique, juste. Quand on opère sur DV360, on ne peut pas dire que les plateformes sont de plus en plus ouvertes. Elles permettent de faire de plus en plus de choses dans un monde assez merveilleux en termes de user interface, de capacité de data, de beaucoup de choses. Mais en aucun cas, elles sont de plus en plus ouvertes. C'est juste le point que je voulais souligner. Mais je ne parlais pas des technos, je parlais plutôt des organisations. Ah oui, mais c'est ce que tu as laissé dire. Et je ne peux pas le laisser dire. Non, elles sont de plus en plus faciles d'utilisation. Ah bah ça, facile, c'est sûr. Mais ouverte, c'est autre chose. Il y a une opportunité à ce niveau-là. Très bien, Charles, pour la mise au point. De la mise au point de Véronique. Sébastien. Une fois de plus, revenons au départ. L'achat média se faisait entre principalement une agence et une régie. C'était simple, on prenait son téléphone ou sa boîte mail, on pitchait ces régies qui nous faisaient les réponses, on faisait un ordre d'insertion, on appelait ça du gré ou du direct. La régie opérait, faisait les rapports, rendait compte à l'agence. Le programmatique a introduit une gestion commune des campagnes via des plateformes technologiques. Avec ce qu'on disait, si on reprend la cartographie des partenaires qui est faite par Lumascape, une explosion de prestataires. Il y avait un nombre d'achats de DSP pour acheter qui ont explosé, SSP qui ont explosé, sans parler, ce que disait tout à l'heure Charles, des technologies tiers qui sont venues se rajouter dans tous les sens. Donc énormément de complexité. Je ne sais pas qui a commencé la partie de ping-pong entre les acheteurs et les vendeurs, mais il a fallu se spécialiser en fait. Il a fallu se spécialiser, il a fallu devenir un petit peu des techniciens du display, parce que opérer des campagnes en programmatique, c'est déjà faire parler de machines qui ne sont pas forcément faites pour se parler. On prend le tout début, que vous opériez sur AppNexus ou sur Google,
Elles ne se parlaient pas, les plateformes. Donc, c'était complexe. Oui, il ne faut pas oublier, juste pour avoir eu la chance d'introduire un SSP dès 2009, qui était Pubmatic en l'occurrence sur le marché français. Au départ, quand Pubmatic est arrivé avec son SSP, c'était pour gérer les régies d'espace invendu, à savoir ce qu'on appelait les ad networks. C'est ça. C'est-à-dire gérer les acteurs comme... j'oublie leur nom, c'est dingue, comme quoi la roue tourne. Hein, mais voilà, c'était gérer des sociétés qui avaient une technologie propriétaire et qui commercialisaient les espaces invendus d'un éditeur pour aller voir d'ailleurs les mêmes clients que ce même éditeur. Hein. Donc au tout début, ça a été ça. C'est pour ça qu'effectivement, comme tu l'as souligné, certaines technologies ne se parlaient pas. Voilà. L'interopérabilité. Voilà. Et le RTB que tu as évoqué tout à l'heure est né de ça. Tout à fait. C'est comment tous mes ad networks, tous les réseaux d'espaces invendus avec lesquels je travaille, quel est celui qui va me donner le meilleur prix plutôt que de faire la relève des compteurs à la fin du mois. Je ferme la parenthèse. Donc effectivement, comme tu le précises bien, on a eu besoin de gens plus techniques pour pouvoir, pour le dire simplement, débugger pourquoi ça marche pas, pourquoi ma campagne ne livre pas, et côté régie, parce qu'effectivement elle a envie de vendre, et côté agence, parce qu'elle a envie de l'acheter pour répondre aux KPI. Donc oui, il a fallu changer ces organisations. Encore tout à l'heure, on disait, on a eu des trading desks spécifiques dans les agences, qui étaient des entités plus ou moins ouvertes, qui opéraient le programmatique. Aujourd'hui, elles existent de moins en moins au sein de ces agences-là. Ces compétences-là sont remontées au niveau achat. De même, au niveau régie, on avait des spécialistes programmatiques, qui étaient des commerciaux spécifiques, qui n'étaient pas loin d'être des gens du trafic, pour faire simple. Tout à fait. Sauf qu'il fallait qu'ils soient aussi commerciaux. Donc on a commencé à avoir une hybridation des compétences, qui aujourd'hui se fait de plus en plus, parce que le gré à gré baisse, le programmatique monte. Il y a beaucoup moins de techno. Je pense que si on refaisait un Lumascape aujourd'hui, on aurait vu pour une des premières fois depuis 2-3 ans moins d'acteurs. J'ai ressorti la cartographie de 2011 de Improve Digital avec Luma qui était basée là-dessus pour l'Europe. C'est incroyable le nombre de morts. Voilà. C'est une hécatombe. Donc ça marche mieux. Donc on a moins besoin de spécialistes. C'est plus passé dans les mœurs. Mais oui, il y a eu cette technification des acheteurs et des vendeurs qui a été nécessaire. Merci Sébastien. Louis, pour ponctuer cette question sur les impacts du programmatique du point de vue des organisations. Moi, j'ai moins de choses à en dire, mais ce que j'observe, c'est que dès qu'on crée une plateforme avec une porte d'entrée, évidemment, le commercial se déporte de ce côté-là, la technicité et la complication se déportent de ce côté-là. Donc, j'ai un peu l'impression que, notamment les éditeurs, sont perdants un petit peu à ce sujet-là, parce qu'ils ont perdu de la capacité commerciale un petit peu. En tout cas, ils récupèrent pas, en tout cas, en chiffre d'affaires complètement en deal privé. J'ai pas le sentiment qu'ils arrivent à récupérer complètement suite à l'arrivée du programmatique. Et donc, du coup, moi, ce que je vois, c'est plutôt un appauvrissement. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un appauvrissement quand même des capacités commerciales, parce que les annonceurs, en fait, ça a fonctionné. Ce truc a fonctionné, c'est que les annonceurs, effectivement, utilisent la porte d'entrée de plus en plus. Donc, à ce titre-là, moi, j'ai un peu... Genre, peut-être que tu... Oui. Pas tout à fait d'accord. Mais bon, si effectivement, on peut se permettre juste en 30 secondes. Bien sûr, 30 secondes. Et après, il faut qu'on passe à la troisième question. Là encore, il y a eu un changement de tarification, clairement, parce qu'on ne va pas oublier, le programmatique, c'est ce qu'on appelle l'open auction ou le RTB, ou pas de deal, donc chacun va choisir. Comme tout marché, comme tout produit, comme le podcast qui se lance en ce moment, malheureusement, on a une diversification des acteurs côté éditeur qui est très forte sur notre marché, et il y en a beaucoup qui rentrent par une faible valeur pour pouvoir remplir, alors que d'autres, comme on peut le faire au sein du groupe Le Monde, on va rentrer avec une valeur qui est plus mise en avant. Du coup, sur les très gros éditeurs. Mais moi, je parle d'éditeurs moyens. Peut-être le petit, c'est beaucoup plus difficile. Toujours pareil, c'est une question de technologie. Au départ, on ne pouvait pas opérer de la même façon. On ne pouvait pas donner la même premiumisation et donner accès au même type d'inventaire et au même mode d'achat. La partie programmatique garantie, qui est la façon d'opérer du gré à gré ou du programmatique de la même façon, elle est toute récente, elle a 1 an. Ce que vous êtes en train de dire me permet d'avoir une transition sur la troisième question, puisqu'on commence à parler des offres. Je reprends ce que tu viens d'évoquer, Sébastien. Et justement, troisième question, toujours au niveau des impacts. Quels ont été les impacts du programmatique, cette fois-ci, du point de vue des offres publicitaires? Véronique. Sébastien l'a mentionné, on est encore dans un début de maturité avec le switch entre, d'une part, le gré à gré qui va évidemment aller vers du programmatique garanti,
tu l'as mentionné, ce n'était pas toujours possible. Typiquement, Sparte, on est un des rares à pouvoir faire du PSG compatible avec DV360. C'est la preuve que ce n'est pas aussi simple que ça pour opérer. Donc, on a d'une part ces segmentations de gré à gré qui vont aller vers le PG. Ensuite, le pilotage des deals, que ce soit du preferred deal ou de la private marketplace ou de l'open auction, on va avoir une redistribution des cartes, alors que jusqu'à présent, ce que tu analyses et tu as raison de dire, beaucoup d'éditeurs étaient perdants parce que sont retrouvés à opérer en finalement open auction, en le subissant un peu, avec une perte de valeur. Donc fondamentalement aujourd'hui, le sujet est de pouvoir reprendre la main et le contrôle avec une meilleure segmentation des offres, mais la question c'est la taille critique. Et c'est typiquement pour cela que certains SSP doivent pouvoir jouer ce rôle, non pas de se substituer à une force de vente commerciale, parce que le sujet n'est pas là quand on est techno et on assume son rôle. Mais en revanche, la capacité à packager des auctions avec du KPIs extrêmement clair, que ce soit du drive to store, du drive to web, du reach et puissance instantanée, il ne faut jamais oublier encore une fois que l'argent est aujourd'hui plutôt chez nos amis de Facebook et de Google et que cette promesse-là de KPIs, eh bien, si on veut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle fonctionne non pas éditeur par éditeur, mais avec une capacité collectivement à l'adresser. Et c'est typiquement le rôle d'un SSP, s'il le fait bien, d'être capable d'opérer ces packages d'auction, ce qu'on appelle chez nous les deals plus. Merci beaucoup Véronique pour ces précisions et cet art du succinct pour un point aussi complexe. Charles, ton avis sur effectivement les impacts du programmatique du point de vue des offres publicitaires ? Moi, je pense que, effectivement, comme tu le disais très bien tout à l'heure, on parle de révolution sur les offres du programmatique. On est parti donc du coup d'une techno qui vendait du coup des invendus, on l'a bien répété, et qui aujourd'hui est devenue prioritaire par rapport au gré à gré. Dans certaines régies, on met le programmatique garanti, même l'audience garantie, au-dessus du gré à gré. Et donc du coup, on opère une vraie révolution. Et simplement, maintenant, c'est plus efficace parce qu'on a de la data, on a plus de reach et peut-être des prix qui sont aussi plus compétitifs. Donc du coup, ça devient plus intéressant. Merci Charles. Véronique, tu veux peut-être répondre ? J'ai oublié un point, c'est que je pense que dans la période entre les deux, il y a aussi qu'on a un peu trop opposé le fait que seule la perf pouvait être opérée par le programmatique et le branding par le gré à gré. Et qu'on est à un moment assez intéressant, et je sais que ça t'est cher, mais où la réconciliation est enfin possible, c'est-à-dire qu'au sein du programmatique, ces deux objectifs doivent juste être réconciliés. Ce qu'il faut, c'est qu'idéalement, nos amis annonceurs aient un peu plus de modèles d'attrib-contrib pour permettre de comprendre que un haut ou un bas de funnel, ça peut marcher ensemble, et souvent ça marche mieux ensemble. Et donc, de ça, on voit bien que le programmatique, c'est sa capacité aujourd'hui à enfin opérer des formats out of the box comme vraiment du drive to web en bas de funnel. Merci Véronique, merci Charles. Sébastien, ton avis sur les impacts, tu as commencé un petit peu à le faire tout à l'heure, sur les impacts du programmatique du point de vue des offres. En fait, les offres, elles suivent la partie technologie. Et donc, elles suivent aussi la partie organisation. Chez M-Publicité, on a fait un choix assez fort qui est de tout faire nous-mêmes. Donc la partie programmatique, effectivement, on a développé nos propres technos, notre propre wrapper publicitaire pour intégrer tout ce qui est pré-bid à l'intérieur. Et ça nous a donné la possibilité d'avoir toutes les informations à notre disposition. Du coup, de pouvoir faire des choix. D'accord ? C'est un investissement en temps et en hommes qui est spécifique, mais au moins, on a la possibilité de tout voir. Ça nous a donné aussi la possibilité de choisir exactement les partenaires avec lesquels on voulait travailler et d'essayer d'aligner au mieux ce qu'on fait au sein de la régie normalement et ce qu'on fait au sein de la régie sur la partie programmatique. Aujourd'hui, on a la chance d'être complètement ISO sur les deux côtés. Donc, qu'on doive opérer soit sur du brand content, du gré à gré ou du programmatique, on peut faire exactement la même chose. Du coup, on a cette facilité au niveau des offres en disant que peu importe le canal ou le mode d'achat,
on pourra livrer exactement la même chose selon le choix de l'acheteur. Ça n'a pas été facile, parce que Véronique le disait tout à l'heure, faire du programmatique garanti, aujourd'hui, c'est principalement acheté via DV360, qui est la plateforme d'achat de Google, mais les SSP ne sont pas tous compatibles. Donc, si on veut opérer avec un SSP qui est autre que celui de Google, c'est pas forcément simple. On passe par Smart. Par exemple. C'était un peu facile. Oui, mais tu as un tapis rouge aujourd'hui, donc voilà. Vas-y. Donc, et donc, c'est cet alignement-là, en fait, qui va permettre de faire les deux. Et la deuxième chose, c'est avoir des équipes qui ont la capacité de porter ces offres de la même façon. Donc il est vrai qu'en tant que régie, quand on va aller s'adresser aux équipes conseils, si nos forces commerciales ont la capacité de pouvoir répondre sur le programmatique ou le gré à gré, bon, on a tout gagné, effectivement. Et là, on a la possibilité d'avoir une offre qui est complètement ISO. Merci Sébastien. Louis, ton observation sur ce qui vient d'être dit et ton observation sur l'impact du programmatique du point de vue des offres publicitaires. Moi, en termes d'offres, je pense que ce serait quand même pas mal. Enfin, la vraie valeur ajoutée, finalement, qu'on peut trouver dans tous ces sites qui sont en fait opposés finalement à quelques énormes sites qui ont privatisé finalement l'attention de l'internaute parfois pendant longtemps avec en plus un login, c'est, je pense, la marque, le contexte, et après, il y a un travail à faire sur les créas. La marque, c'est quelque chose de très puissant et très fort, et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans l'univers programmatique, ce soit suffisamment bien mis en valeur. Donc il y a quelque chose à faire, je pense, à ce sujet-là. Le contexte, c'est quelque chose de toute façon qui va quasiment rester exclusivement, donc de toute façon, il va quand même falloir développer avec enthousiasme et la banane des solutions contextuelles formidables sur la météo, le texte, n'importe quoi. Mais il y a quelque chose à créer. Voilà. Et ça, c'est des choses positives. Il faut le voir comme positif. C'est quelque chose de nouvelle. Il faut qu'on se cherche et qu'on se trouve dans cette plateforme par rapport à ce qu'ont fait les plateformes fermées. Et enfin, à mon avis, un énorme sujet sur les créas et les KPI qui sont à travailler et en lien justement avec cette capacité de texte et de marque. Mais aujourd'hui, la publicité, on en parlait dans une autre émission, mais la publicité aujourd'hui, elle est à sens unique. On pousse des messages unilatéraux, on ne gère pas la voie retour. Il y a plein de choses qui peuvent être faites et standardisées pour offrir à l'annonceur des choses nouvelles qui sont vraiment spécifiquement, qu'on peut spécifiquement proposer parce que justement on est des sites médias, on écrit des choses, on a des marques, etc. Le fait de prendre en compte la voie retour, de récupérer de la data, pour la collecter immédiatement, la retourner à l'annonceur directement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire et qu'aujourd'hui on ne voit pas du tout en publicité. Donc en termes d'offres, vraiment, c'est les marques, le contexte et travailler probablement bien sûr sur les créas et les KPI bien sûr. Le clic, on peut en parler aussi, qui est à mon avis une donnée qui n'est pas géniale. Il y a mieux à trouver. Charles. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le social. Le social fait ça déjà depuis pas mal de temps. Le social, mais en l'occurrence... C'est la publicité. Tout à fait. Mais le programmatique sur les médias, qui ne sont pas les plateformes fermées, pour le coup, on n'a pas ça du tout. C'est-à-dire quand on oppose aujourd'hui ces formats rectangulaires avec ce que propose en ultra spécifique les plateformes, l'InFeed, Google, il fait de la recherche, propose des résultats de recherche, Facebook propose des posts à les utilisateurs, aux marques, il leur propose de faire des posts comme un utilisateur, tout ça étant complètement intégré. Et nous, quand on regarde nos formats rectangulaires, on ne peut même pas y répondre, qu'on met en plein milieu d'un texte, qu'on peint sur le côté des murs. On a quand même un petit problème, je pense aussi. Il faut qu'on accepte de réfléchir sur ce sujet-là pour trouver des formats qui sont beaucoup plus intelligents, qui apportent plus de valeur, en fait, finalement, à l'annonceur pour avoir des offres plus efficaces, en fait, et se remettre au niveau. Et la créa, c'est 50% d'efficacité publicitaire. Le native l'a toujours prouvé en A/B test. Donc, tu as entièrement raison sur ce point, c'est qu'on a oublié dans l'univers programmatique de sensibiliser nos amis annonceurs. On a déjà eu du mal à faire bosser les formats sur les 6 secondes, etc. Mais la créa est oubliée dans les débats. C'est clair. Pour terminer ce débat, justement, une dernière question. Selon vous, très rapidement, parce qu'on est bientôt à la fin, quelles sont, selon vous, les conditions nécessaires pour faire du programmatique ? Je reprends un des mots que tu as cité tout à l'heure, pour faire du programmatique un Eldorado. Véronique. 3 conditions. La première, c'est vraiment la déghettoisation pour arriver à ce Graal holistique qu'on a pas mal décrit, donc je ne vais pas revenir dessus. La rationalisation avec la sélectivité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sébastien. On a une situation totalement antagonisme entre, d'un côté, des éditeurs qui continuent à plugger parfois jusqu'à 60 bideurs et à démultiplier les créas, quitte à fragiliser l'expérience publicitaire. Et finalement, cette espèce
d'arrivée permanente de créativité et nouvelles idées côté éditeur, quitte à ne pas toujours sélectionner correctement ses partenaires sur des critères importants qui vont bientôt être, on parlait législatif, mais la capacité à travailler avec des gens qui savent accepter le consentement et le transmettre dans les bonnes règles de l'art. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui vont devenir des items de sélectivité sur lesquels il va falloir beaucoup plus choisir ses partenaires en leur donnant un cahier des charges clair. Ça, c'est côté éditeur. Et côté, bizarrement, training desk et agence, on a l'opposé, on est dans un monde qui est devenu quand même très très centralisé et pour lequel il y a quasiment plus de choix parce qu'il y a une centralisation des achats sur en gros un ou deux DSP, pour dire les choses en face. La troisième condition, c'est vraiment une condition qui est très importante, c'est la transparence, c'est Charles qui l'a évoqué. Nous, c'est notre credo, c'est notre vraiment conviction que demain, la verticalité de la chaîne, c'est uniquement dans la transparence qu'on peut apporter une réponse correcte au programmatique pour savoir aujourd'hui qui se rémunère combien et pour que la valeur soit la bonne. D'abord, côté évidemment éditeur, et que chaque prestation de service soit jugée à l'aune de sa valeur. C'est vraiment la notion de share value. Merci, chère Véronique. Charles, s'il te plaît, quel est ton avis sur les conditions nécessaires pour faire du programmatique un Eldorado ? Alors, merci d'avoir fini par ce point, puisque la transparence, comme tu le sais, m'est très très chère nous chez chez Loyal. Et c'est, je pense, le point... Ne nous opposez pas. C'est le point absolument clé pour que le programmatique devienne un Eldorado. Il faut que les annonceurs comprennent le programmatique. Et le programmatique, il faut arrêter de dire que c'est compliqué. D'accord ? La partie opérationnelle du programmatique. C'est pour ça que l'émission est là, hein, je veux dire. Mais pas compliqué. Il y a trop d'acteurs encore qui disent que le programmatique est compliqué. Le programmatique, c'est un outil d'achat simplifié. C'est censé simplifier, c'est censé rapprocher l'acheteur du vendeur. Et pour les annonceurs qui nous regardent, il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils font du programmatique déjà depuis longtemps. Ils font du programmatique avec Facebook, ils font du programmatique avec Google. Search. Bah oui, Search, c'est bien l'ancêtre sûr. du programmatique en achat média dont on parle. Et il faut que, donc du coup, qui travaillent avec des acteurs qui vont leur ouvrir la machine, leur expliquer comment ça fonctionne. Ils vont très vite comprendre que la partie opérationnelle, ils ont déjà souvent des gars qui font ça en interne, sur Google ou sur Facebook. Et enfin, qu'ils se fassent accompagner, puisque là où est la complexité du programmatique, ce n'est pas donc dans l'opérationnel, mais c'est dans l'écosystème. Il y a plein d'acteurs et il faut savoir quoi choisir, comment acheter et surtout derrière, après, comprendre les plans qu'on met en place. Merci Charles. Succinctement, Sébastien, c'est quoi pour toi les conditions nécessaires pour faire du programmatique un Eldorado ? Alors, comme on dit dans la publicité, répétition, mémorisation. Donc, je vais répéter un peu ce qu'ont dit Véronique et Charles de l'autre côté. Je pense que transparence, c'est une obligation. Enfin, il y a un moment où on ne peut plus passer à côté. Sur tous les sujets possibles, il faut que tout soit transparent. C'est des plateformes, elles se parlent, il n'y a pas de quoi être des black box. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est la valeur. Donc, la transparence dans la valeur. Bien sûr, mais effectivement, la valeur. Comme on disait, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'empiler les technos, les prestataires sur du programmatique. Il n'y en a plus l'utilité. Il a fallu rassurer les gens pendant un moment. Ça a permis à des solutions d'émerger, de prendre des marchés. Mais maintenant, ce que disait Charles tout à l'heure, tout est gérable dans les plateformes. Les plateformes sont plutôt transparentes, plus ou moins, sur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, il faut remettre de la valeur sur ce mode d'achat qui prend de toute façon de plus en plus le lead, surtout que ce soit du natif, que ce soit de la vidéo, du display, selon les KPI, tout passe par là. Donc, c'est ces deux. Merci Sébastien. Le mot de la fin pour toi, Louis ? Bon, je vais essayer de... Sur l'Eldorado. Le petit Rubillon qui va essayer d'ouvrir le débat sur un autre sujet. Moi, je pense ça sera l'occasion d'une autre émission. Merci. Ouais, je pense que sur les plateformes ouvertes, c'est très très difficile d'arriver à une transparence parfaite, une efficacité parfaite, etc. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'acteurs. Des acteurs peuvent rentrer à certains moments. Un nouveau besoin peut arriver, quelqu'un le fournit. Le truc n'est pas régulé, ça fonctionne moins bien, c'est compliqué. Ça met de la complexité, de la difficulté. Enfin, ça justifie nos métiers, d'ailleurs. De toute façon, on est aussi là pour ça. Mais je pense que même si les plateformes fermés ont un vrai problème de transparence, il est à un moment donné, l'annonceur capitule devant l'efficacité aussi, quoi. Donc je pense que le sujet, c'est
pour moi, c'est surtout, je pense, le premier sujet qui est le plus important, je pense, pour programmatique, ça va être un sujet d'efficacité et de sens sur cette porte d'entrée pour proposer des résultats extrêmement efficaces. Je pense vraiment, je le disais tout à l'heure, je pense que les formats, pour moi, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler, les nouveaux KPI, trouver du sens à ce que sont en fait les médias en opposition avec ces autres plateformes fermées. En fait, il faut qu'on arrive à trouver un vrai sens super efficace, super fort, super puissant à cette porte d'entrée qui ouvre en fait. Les médias, il ne faut quand même pas oublier que c'est la base sur Internet. Je veux dire, s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'Internet. Ça ne sert à rien. On n'irait pas toute la journée passer du temps sur Facebook s'il n'y avait que du contenu user-generated. Je veux dire, une fois qu'on a vu 3 fois les photos des gens à la plage, ça nous ennuie. C'est parce que justement, il y a un article du Monde qui est cité, qui est sympa, qui est dedans. C'est une nouvelle. Donc, quelque part, les éditeurs ont la valeur sur Internet. Voilà. Moi, je trouve qu'elle leur échappe un petit peu trop aujourd'hui. Voilà. Et je pense que je ne suis pas forcément opposé à l'idée aussi de voir émerger des plateformes plus fermées, pas forcément, évidemment très transparentes, mais bon, plus fermées, et qui regrouperaient aussi ces espaces-là. Je pense qu'il y a 2 choses à faire. Il y a réfléchir à ce qu'on peut faire sur le programmatique pour améliorer les performances et le sens que ça a pour l'annonceur et la simplicité, et en même temps, pourquoi pas réfléchir à des plateformes fermées. Et là aussi, évidemment, je me fais un tapis rouge. Alors, juste, oui, Louis, mais évidemment. avec le fait que pour ça, il faut aussi accepter de travailler en collectif, ce qui n'est pas Bien sûr. toujours Tout à fait. le point numéro 1 des médias qui ont souvent du mal à penser qu'ils peuvent se mettre autour de la même table. Et ça, c'est crucial pour y arriver. Même si ces derniers temps, on voit le contraire avec beaucoup d'initiatives. Des initiatives, est-ce qu'elles aboutissent sur un plan opérationnel? C'est la question. Ouais. C'est la question. En tous les cas, merci pour ce débat très très enrichissant qui ouvre un certain nombre de portes pour arriver à ce fameux Eldorado dont on parlait tout à l'heure et pour faire en sorte que le marché publicitaire ne soit ni dupé ni frustré, mais soit gagnant sur toute la ligne. Merci à vous. Merci. Merci, Michel. Ainsi s'achève ce débat sur les promesses tenues, ou non, par le programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le programmatique est né d'une technologie pensée pour un environnement fermé qui a été transposé dans un environnement ouvert. 2. Les éditeurs se doivent d'opérer une reprise en main de leur offre en la segmentant de manière à ce qu'elle corresponde d'abord à des Key Performance Indicators qui font sens pour les annonceurs. 3. Transparence, contexte, création sont les 3 valeurs parmi celles qui compteront dans la revalorisation des inventaires programmatiques. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smart Ad Server, Smile Wanted et Permutive pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage, Uptown.